Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées. Aujourd'hui c'est vendredi 10 janvier 2025. C'est un plaisir renouvelé pour moi de vous retrouver en tout cas ce matin pour ce nouveau numéro de votre émission dénommé Bonjour le Faso. Tout de suite et maintenant, plantons le décor de l'émission. Dans la rubrique à la découverte de aujourd'hui, nous allons suivre le récapitulatif des témoignages sur le musée de l'eau. Dans la rubrique revue de presse, nous allons recevoir d'ici là le directeur de l'information de Savane Média, Eladj Soumaïla Rabo, qui va décortiquer l'actualité pour nous. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons aujourd'hui Naba Boalga de Dawelge. Avec lui, nous allons parler de tradition. Aujourd'hui, c'est vendredi et comme tous les vendredis d'ailleurs, nous avons rendez-vous avec Victoire Auto-École. Aujourd'hui, nous allons recevoir un moniteur. Il s'agit de Nema Palefo. C'est également vendredi. Honoré Onaya sera là pour les rendez-vous du week-end. Le décor est très bien planté. Installez-vous confortablement. On se retrouve après cette transition pour la rubrique à la qui est passionné des questions d'eau. Il est d'ailleurs le promoteur du musée de l'eau. Le musée de l'eau, il faut savoir que ce musée-là a vu le jour en 2005 et était situé à Lomila. Mais de nos jours, le musée de l'eau a déplacé son site dans un quartier appelé Motili dans le village de Kowada. On va écouter donc les témoignages et on revient pour la suite de l'émission. Au niveau du Burkina, on n'a pas de grands bassins versants qui retiennent les quantités d'eau énormes qui tombent. Et ça coule sur d'autres pays et c'est dommage pour notre pays. Et c'est un peu ça la difficulté. Le musée de l'eau n'est pas un musée privé, c'est un musée associatif, beaucoup plus dans sa forme d'association. Elle travaille à ce que l'eau soit perçue comme une forme communautaire de gestion intégrée au niveau des populations. Donc c'est un musée associatif. Donc d'abord c'est parti d'une idée personnelle, mais nous sommes allés sur la base associative pour nous donner un peu plus de chance d'étendre un peu notre réseautage avec d'autres personnes ou d'autres musées. Et c'est pour ça que le musée existe. Alors le musée, j'allais dire qu'il est plein de difficultés. La première difficulté que nous avons, c'est les questions de financement. Nous n'avons pas de financement, c'est extrêmement difficile pour nous. Avant, on avait même des visites, mais malheureusement, avec les deux situations qu'on a connues, le terrorisme et la Covid, ça a diminué un peu nos visiteurs. Et ça fait qu'on n'a pas un taux de fréquentation très élevé, mais quand même on en reçoit. On en reçoit de temps en temps, surtout les week-ends. Il y a beaucoup de familles qui viennent nous rendre visite au niveau du musée. Donc la première difficulté, c'est la difficulté financière. On n'a pas de mobilisation de ressources financières. La deuxième difficulté qu'on a, c'est notre espace qui est convoité par des personnes qui sont rentrées dedans et qui nous ont découpé 2 hectares sur lesquels nous sommes en train de... Nous querellons actuellement en justice pour cette question. Ils sont venus nous prendre 2 hectares sans motif, j'allais dire avec des papiers qui ne s'y est pas. Et nous pensons que nous allons combattre cette action-là. C'est d'abord un patrimoine culturel. Et si des gens viennent pour en couper de l'espace avec la bénédiction des services de l'environnement de Samba pour dépecer des espaces ici, et des arbres de plus de 10 ans, de 15 ans pour les revendre à des gens et occuper l'espace pour morceler et vendre à des immobiliers, moi je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on voit de près, quoi. Donc on ne peut pas donner raison à des gens qui pensent que la vente des parcelles, c'est le sport le plus favorisé qui permet d'avoir de l'argent. La culture est au-dessus de toutes ces choses-là. Et c'est ça qu'il faut dénoncer et c'est ça qu'il faut combattre. Nous avons, depuis octobre, confronté à ce genre de problème et nous n'allons pas baisser les bras parce que nous allons continuer à mettre le combat, même si ça va prendre le temps que ça va prendre. Nous allons mener le combat parce que c'est le combat qui vaille
d'être menée. Les doléances qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment que au niveau du peuple burkinabé, qu'on comprenne que ce musée, c'est d'abord un musée du Burkina Faso. C'est le seul musée qu'on a de l'eau en Afrique, plus celui du musée du roi du Maroc. Nous sommes les premiers dans la sous-région, même en Afrique. Nous avons besoin que les gens aient un regard attentif sur le musée. Regard attentif, ça veut dire quoi? C'est d'intéresser, c'est d'apporter leur contribution. Qui pour une citation, qui pour un bidon d'eau, qui pour, je ne sais pas, pour un objet en rapport avec l'eau, c'est toujours une contribution énorme. Donc le musée, c'est ça. Il faut qu'on fasse de ce musée un patrimoine national. C'est ça le plus important pour nous, qu'on comprenne que ce n'est pas un musée d'un individu ou d'une seule association, c'est d'abord un musée national, un patrimoine national burkinabé que nous devons porter tous vers la culture du donner et du recevoir. Voilà un peu ce que j'ai comme message à donner à mes compatriotes, aux décideurs, aux hommes de culture, parce que c'est important qu'on se batte pour que ce musée puisse rayonner. Le musée est situé à Moutili, dans un quartier qu'on appelle Moutili, dans le village de Kouada, non loin de la grande voie de contournement, qui est en train d'être faite. Et les conditions d'accès, nous sommes ouverts tous les jours, mais généralement nous sommes ouverts aussi à la demande. Et les conditions d'accès, c'est que les gens peuvent venir. Nous ne sommes pas sur des questions de tickets d'entrée, ce n'est pas le plus important pour nous. Parce que le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va apprendre ensemble et qu'est-ce qu'on peut développer ensemble. Et souvent, ces contacts-là sont plus importants que le prix d'un billet d'entrée au musée. Quand on a un visiteur qui, après, peut nous faire des contacts pour nous permettre de faire des levées de fonds ou bien entériner certains projets, je pense que ça, c'est plus important que les tickets d'entrée, quoi. Et puis, les tickets d'entrée, vous savez que les musées, ce n'est pas ça qui va faire grandir un musée. Hein. C'est un peu une goutte d'eau dans la mer. Donc, musée ouvert à tout le monde, parce que c'est un musée de l'eau, c'est le musée de la vie. Et comme tout le monde boit de l'eau, nous invitons tout le monde à venir visiter le musée et apporter le musée. La revue de presse, nous recevons ce matin le directeur de l'information de Savane Media. Il s'agit là de Eladj Smaïla Rabo. Eladj, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci Mireille. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Eladj, qu'est-ce qui est à la une des quotidiens? Beaucoup de sujets à la fois. Commençons par le quotidien d'État citoyen. Coopération Burkina-Ghana, un nouvel élan pour booster le développement. Attaque du palais présidentiel à N'Djamena, une enquête en cours. Et puis dans Chronique, que de vœux pieux sans aveu. Suivi de chantier construction du barrage de l'Ebda, l'ONBA ordonne une reprise totale des travaux aux frais des contractants. Bitumage des voiries à Yagma et Nagrin, le ministère résilie les contrats des entreprises. Tentative d'escroquerie. Passons à l'Express du Faso qui nous vient tout droit de Bobo du Lasso d'Edougou. La Lonabé fait un multimillionnaire. Dans la rubrique Autant le dire, lutte contre le terrorisme, la douane et la gendarmerie le font aussi bien. Fonds d'appui à la presse privée, le DG à l'Express du Faso, orpailleur installé sur le site de Cari Centre, on ne devrait pas en arriver là. Sofitex, bienvenue Paris. Nouveau directeur général. Conseil des ministres du 9 janvier 2025. Les nominations, c'est aussi à lire dans l'Express du Faso. Passons au journal Le Pays. Comment vivez-vous la janviose? On ne peut pas se mentir, c'est chaud. Selon Ouseni Kanazoué, commerçant, le marché n'est pas au rendez-vous, Dixit Caroline qui restauratrice. Bitumage des voiries à Yagma et Nagrin, les contrats des entreprises concernées résiliés. Et puis, semaine de Poco, période de l'harmattan, les soins adaptés à chaque partie du corps. On peut lire aussi Popouri, réflexion du stade du 4 août, grand déballage avec le procureur du Faso. Coopération Burkina-Ghana,
un nouvel élan pour booster le développement. Activité économique en 2024, le Burkina renoue avec la croissance. On peut retenir dans Mystère psychique et spirituel, ne marchandez jamais votre amour, selon Roch Bakiono. Conseil des ministres, DCRP, présidence du Faso, Sougrou Norman, Ibrahim Guigma nommé directeur. Actu Sport, Mercato FC Nantes, Antoine Koumboiré confirme le départ d'Alban Lafont. On passe à l'observateur Palga. Conseil des ministres, bienvenue Paré, nommé DG de la Sofitex. Sougrou Norman Guigma, nouveau DCRP de la présidence. Côte d'Ivoire, ado où le culte de l'indispensabilité s'établit d'un regard sur l'actualité. Une lettre pour l'ail à la page 6, note aujourd'hui, mais où est donc passé Ampali? Grogne de vigile à International Security. Yalgado, auscultation d'un cas présumé d'abus sexuels. Université Kizerbo, l'administration des devoirs en pointillé. CG Sandro B à Ouaga, le Japon remédie aux États avec 4 classes. Centre médical de Nouna, la morgue fait peau neuve. Et puis on termine avec ce titre de l'Obs, bitumage, voirie de Yagma et de Nagré. Le ministère des Infrastructures relance les travaux. Terminons par aujourd'hui au Faso. Conseil des ministres, expropriation des terrains à Ouaga pour cause d'utilité publique. Dans News du VSD, prise de contact. Ministère, Mathias Traoré, patronat. Attention, escroquerie bancaire liée au montage de faux marchés. Le colonel Ahmed Reman Yerouamba succède au colonel Théophile Nikiema. Sofitex, bienvenue Paris, nouveau DG, douane du Burkina. 6 brigades reçoivent des scanners portatifs. 28 soldats béninois tués, 40 assaillants neutralisés à la frontière. Plus que jamais, l'Union sacrée s'impose. Et terminons avec ce titre sur le Tchad. Attaque sanglante au palais Toumaï du Tchad. La mayonnaise des assises nationales et des élections trompe-l'œil n'a pas pris. Merci bien, Elhadj Smaïla Rabo, pour ces différentes unes. Nous allons revenir sur quelques sujets d'actualité. Le Conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État. Le Conseil des ministres a pris plusieurs décisions hier, parmi lesquelles l'expropriation de plusieurs terrains dans les communes rurales autour de Ouagadougou. Oui, le Conseil des ministres dit que des terrains seront expropriés autour de la voie de contournement, donc tout autour de Ouagadougou, le long de la voie de contournement, dans les communes, je cite comme ça, Koubri, Tangendasouri, Pabré et d'autres. Ça c'est pour le Kadiogo, je crois au total 5 communes, et puis pour l'Oubritenga, c'est la seule commune concernée, Lumbila, parce que la voie de contournement passe aussi par là. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont le long de la voie de contournement des terrains pour leurs champs, je ne sais pas, pour des habitations ou pour d'autres usages, vont se voir expropriés pour cause d'utilité publique parce que l'État entend y faire plusieurs aires de stationnement pour désengorger Ouagadougou. C'était d'ailleurs, entre autres objectifs, de l'aménagement de la voie de contournement. Ça devrait permettre, si les gros camions y circulent, si on met dans ces zones-là des magasins, comme par exemple on en avait prévu dans la ZAD, la zone d'activités diverses, vers le CIAO, ça va désengorger le centre-ville de Ouagadougou, réduire les risques d'accidents et puis tout ce qui s'ensuit. Maintenant, ça veut dire qu'après expropriation, l'État va voir ce qu'il faut faire parce que ces gens aussi avaient des projets et devaient les mettre en œuvre probablement après avoir informé l'État. Ça doit maintenant se régler techniquement entre les services compétents de l'État et les attributeurs ou les propriétaires passés de ces terrains-là et qui vont revenir de droit à l'État. Elhadj, le procureur du Faso pourrait parler aujourd'hui de la réfection du stade du 4 août. C'est une affaire à rebondissement maintenant, parce que la réfection du stade du 4 août est un projet qui date de 2021, on se souvient, sous l'ancien chef de l'État, Roch Christian
Kaboré, étant donné que les instances internationales du football avaient disqualifié le stade du 4 août parce qu'il ne répondait plus aux normes. Il fallait parer au plus pressé. Il fallait aussi, dans le même temps, je crois, gérer le stade Sangoulé, la mise en œuvre de Bobo du Lasso pour mettre les stades du Burkina aux normes. Mais les autorités politiques ont décidé en son temps, bon, certainement après avis technique, de commencer par le stade du 4 août pour que nos équipes nationales puissent accueillir des grandes compétitions, par exemple les éliminatoires de la CAN, du mondial, tout ça. 2021 donc, c'est évalué à autour de 14-15 milliards de francs CFA. C'était sous le ministre des Sports, Dominique Nana, et des marchés sont passés. Normalement, ça ne devrait pas durer, c'était une affaire de quelques 2 ans, mais il se trouve que jusqu'à présent, les travaux ne sont pas achevés. Mais entre-temps, après le coup d'État de janvier 2022 qui a emporté le pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré, un nouveau ministre des Sports est arrivé, Wahabou Drabo, vous vous en souvenez, et il a fait arrêter des entrepreneurs, ou tout au moins un entrepreneur et puis des ouvriers, en tout cas des gens engagés dans la réfection du stade du 4 août. Parce que les choses ne tournaient pas rond et beaucoup de choses ne paraissaient pas claires. On n'a pas eu de suite à ces arrestations. Il s'est dit après que les gens qui avaient été arrêtés ou mis en garde à vue ou en détention provisoire ont été libérés. En tout cas, il n'y a pas eu de procès. Et puis, ce sont les amoureux du ballon rond, les amoureux du sport qui ont commencé à porter des critiques sur les travaux de réfection du stade du 4 août qui n'en finissent pas. Exactement. Et finalement, c'est le chef de l'État qui dit en Conseil des ministres, le dernier avant 2025, donc le dernier de 2024, qui veut voir clair dans la réfection du stade du 4 août. Mais en même temps, dans ce même Conseil des ministres, il a été décidé d'attribuer sous forme d'autres lots séparés un marché de réfection, ou de reprise de la pelouse du stade du 4 août, et également de la piste d'athlétisme, et également des marchés d'acquisition de matériel pour le fonctionnement du stade du 4 août. Ça veut dire que dans le premier marché des 14-15 milliards, tout cela n'avait pas été ou suffisamment pris en compte ou pas du tout pris en compte. Et puis, dans la foulée, le chef de l'État a demandé aux services compétents de lui fournir toutes les informations en lien avec la réfection du stade 4 août qui, manifestement, n'avance pas comme il se devait. Et puis, on apprend qu'aujourd'hui, à 11h, aujourd'hui, vendredi 10 janvier 2025, à 11h, le procureur du Faso, près le TGI Ouaga 1, va donner une conférence de presse. Information prise, manifestement, ça va être le stade du 4 août qui va être évoqué par le procureur du Faso. On attend de voir qu'est-ce qui va être dit, où se trouve le problème, où s'est trouvé le problème depuis le début, pour que le peuple burkinabé soit suffisamment situé. En tout cas, c'est ce que dit dans Popouri, le journal Le Pays ce matin, réflexion du stade du 4 août, grand déballage avec le procureur du Faso ce matin. Actualité internationale, Alassane Ouattara pourrait se représenter cette année? Tout semble converger dans ce sens. En fait, même si c'est un secret de polichinelle, c'est comme si Alassane Ouattara était pris au piège du pouvoir à Abidjan, en Côte d'Ivoire, parce que les gens ne le voient plus, ou lui-même donne l'impression qu'il ne se voit plus, ou il ne se construit plus une autre vie en dehors du palais présidentiel. C'est pourquoi, là où beaucoup de gens l'attendaient, il est arrivé finalement hier. Même s'il n'a pas dit très clairement, on sait quand les chefs d'État, dans un langage de bois, s'expriment comme ça, c'est pour dire tout ce que les gens savent déjà. Il a dit, c'était lors de la présentation des vœux au corps constitué, hier, 9 janvier 2025, qu'il se porte excellemment bien et que il est toujours disposé et déterminé à servir son pays. Voilà, c'est tout dit. Mais en même temps, il dit, pour atténuer, qu'il y a une demi-douzaine, donc au moins 6
candidat potentiel dans son parti, le grand parti, le RHDP, qui occupe pratiquement tout l'espace politico-social en Côte d'Ivoire, qui a une demi-douzaine de candidats potentiels à la présidentielle de 2025 dans son parti, le RHDP, et même dans la salle où il était en train de parler. Voilà. Peut-être pour tenter de brouiller les pistes, parce qu'on a vu par le passé. Si Alassane Ouattara se représente cette année, il sera à sa 4e candidature. Je n'ai pas dit 4e mandat parce qu'il pourrait ne pas gagner. Il sera à sa 4e candidature. Donc après 2010, candidature d'ailleurs qui avait débouché à cause de la confrontation avec le camp de Laurent Gbagbo sur la crise post-électorale avec les morts qu'on sait. Après 2015, après 2020 et maintenant c'est parti pour 2025 alors que l'homme a au moins 83 ans et les gens se posent des questions sur même sa santé parce que toutes les 2 semaines, quand ça va, tous les mois, il est en visite privée en France. On imagine que ce n'est pas seulement pour des consultations avec le président français Emmanuel Macron, ça peut être pour autre chose aussi, surtout quand on parle de visite privée. Mais lui-même ne semble pas laisser de doute sur une éventuelle maladie. Il parle de parfaite santé et de son engagement à vouloir continuer à servir son pays. Par le passé, il avait dit qu'il n'allait pas se présenter. Et puis finalement, Amadou Gon Coulibaly avait été désigné. Quand ce dernier est décédé, paix à son âme, Alassane Ouattara est revenu de plus belle. Comme s'il avait programmé en fait tout, ou comme s'il détenait le certificat médical de regretter Amadou Gon Coulibaly, son ancien Premier ministre. Bref, Alassane Ouattara n'est pas parti pour s'arrêter maintenant, sauf si on lui bat la route. En tout cas, c'est ce que l'analyse impose. Merci bien. Eladj Soumaïla Rabo, c'est tout pour aujourd'hui. On sait que vous êtes attendu à la radio pour l'émission Vénexoré avec Ahmed Nabalma. Oui. Merci bien d'être passé à nous informer. Ben, c'est tout pour la rubrique revue de presse. Nous allons accompagner Eladj Soumaïla Rabo avec ceci. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons ce matin Naba Boalga de Dawelgue, dans la commune de Saponé. Il est le président de l'association pour la tolérance religieuse et le dialogue intercommunautaire. Bonjour et bienvenue sur ce plateau Naba. Oui, bonjour Madame Madrago. Et comment se porte votre association? D'abord, merci de me recevoir. Ça fera certainement 3 ou 4 fois que j'ai le plaisir d'être invité et j'ai l'honneur que vous me faites également d'être invité dans cette émission. Donc, merci pour cela. Bon, pour ce qui est de l'association, on peut estimer qu'elle se porte bien dans la mesure où nous menons en fait nos activités sur toute l'étendue du territoire national, puisque nous avons des cellules à l'échelle régionale et puis des points focaux que nous sommes en train de mettre sur pied au bon, à l'endroit des publics cibles que sont les chefs religieux, les chefs traditionnels et coutumiers, les femmes, les jeunes, etc. Sur le fait que justement en matière de tolérance et particulièrement en matière de tolérance religieuse, bon, il faut d'abord effectivement soi-même connaître sa propre religion, se cultiver et puis ensuite aller vers les autres pour les entendre dire ce que c'est que leur religion, parce que malheureusement dans ce pays, c'est par personne interposée parfois que nous connaissons notre prochain, c'est également à travers d'autres personnes qui n'appartiennent pas à certaines communautés religieuses ou à certaines communautés socio-ethniques qu'on apprend à connaître les autres. Or, en réalité, comme on le dit sur le terroir, bon, ce n'est pas la peine de laisser celui qui a été témoin de l'événement. Alors pour aller chercher celui-là qui sait calculer, qui sait programmer, qui sait planifier, ou qui peut se souvenir de ce qu'on lui a raconté. Donc sur le plan intercommunautaire également, il faut savoir que nous travaillons naturellement avec les personnalités que nous avions citées et ça consiste en effet
à renforcer leurs capacités en matière de compréhension, par exemple, des cultures, de la culture de l'autre, parce que bien souvent, les constructions que nous faisons, les perceptions que nous avons et les représentations que nous construisons se fondent non pas sur la base de la connaissance de la culture de l'autre, mais c'est sur la base de notre propre culture. Or, si vous portez des œillères ou des lunettes, vos propres lunettes pour regarder l'autre, bon, il y a de fortes chances que dans le meilleur des cas, vous vous trompiez. Donc, et effectivement, il y a des gens aussi qui ne se trompent pas, il y en a qui le font exprès. Bon, mais je pense que ces gens sont très peu nombreux et qu'il y a d'autres associations qui font le même travail. Donc, nous n'avons pas le monopole, nous ne sommes pas les seuls, nous contribuons seulement alors, pour accompagner également l'État dans la promotion de la cohésion sociale qui est profitable à tous en réalité. Nous parlons de tradition, l'homme africain post-colonial ballotté entre tradition et modernité. Comment réussir ce grand écart? Bon, en réalité, quand vous dites l'homme africain, ça peut être sujet à polémique, sujet à caution. Parce que l'homme africain, c'est qui? Si on prend le continent africain, et on parle d'homme africain, ça inclut, par exemple, les Africains au sud du Sahara, et voilà, et ça inclut également les Africains au nord du Sahara, c'est-à-dire le Maghreb. Est-ce que vous parlez de l'Afrique blanche et arabe, ou bien vous parlez de l'Afrique subsaharienne? Malheureusement, dans notre contexte, généralement quand nous parlons des Africains, nous excluons en fait les Maghrébins. Et nous sommes surpris par la suite qu'ils disent qu'ils ne sont pas africains. C'est vrai qu'il y en a qui le disent avec d'autres intentions, avec d'autres préjugés. Mais si vous-même vous avez des préjugés en pensant que quand on parle d'Africains, c'est vous, ne soyez pas étonnés que les autres disent nous ne sommes pas des Africains. Alors donc ça veut dire que ce n'est pas, il faut donc préciser les Africains subsahariens ou l'Afrique au sud du Sahara. Là, c'est une bonne chose. Donc je pense que ça, c'est clair. Ensuite, maintenant, par rapport à votre question, être ballotté, je pense qu'il y a plusieurs catégories. On peut citer, grosso modo, 3 ou 4 catégories en fait, d'Africains subsahariens. Il y a ceux qui sont totalement, j'allais dire, occidentalisés, et pas parce qu'ils le veulent nécessairement, parce qu'ils n'ont pas peut-être vécu dans des conditions où ils pouvaient apprendre nos traditions, ils pouvaient apprendre nos langues. Parce qu'il y a des Burkinabés, il y a des Sub-Sahariens qui ne parlent aucune langue africaine, par exemple. C'est soit l'anglais, soit le français, voilà, et peut-être le portugais, et même l'espagnol, même si c'est une seule ancienne colonie espagnole qui est en Afrique, à savoir la Guinée équatoriale. Donc, il y a cette catégorie-là, effectivement, totalement occidentalisée, pas forcément de leur faute, donc pas de connexion, et qui vivent en Afrique, voilà. Et nous avons eu l'occasion d'expérimenter cela lors, par exemple, des premières élections de la 4e République, en 1991, pour que certains candidats, par exemple, puissent s'exprimer en langue nationale. C'était la croix et la bannière. Moi, j'ai un ami, dont je ne citerai pas le nom, bien entendu, et c'était assez difficile. Nous lui donnions la tétine parfois le soir, pour qu'il puisse intervenir. Le deuxième, le deuxième point, le deuxième type, ce sont par exemple des gens qui ne sont pas allés à l'école ou qui ont été déscolarisés très tôt. Là, vous voyez que c'est des gens, ils ont la culture subsaharienne par exemple, mais ils ont quelque part aussi la culture, soit des religions abrahamiques, ça peut être des musulmans, ça peut être des chrétiens, alors, et donc, eux aussi, quelque part, il y a comme un mix du point de vue, par exemple, culturel. Et parfois, ce n'est pas toujours facile. Il n'est pas toujours facile, en fait, de pouvoir articuler, en fait, tout ça. Donc, il faut le noter. Il y a également le troisième point, qui est, par exemple, les arabisants, ceux qui ont appris l'arabe, les arabophones. Ça existe, effectivement, dans ce pays, et beaucoup. Et nous aurons l'occasion de revenir là-dessus,
puisque je pense que dans matière de politique, bon, il y a des choses que l'on peut recommander aussi à l'État, par exemple, de faire. Donc, et ces gens-là, par exemple, également, eux, ils ont acquis la culture donc islamique, ils savent lire et écrire, et ils maîtrisent généralement nos langues nationales, puisque de toute façon, très peu de gens parlant arabe, évidemment, il y a obligation pour eux, dans le cadre des prêches, dans le cadre de l'islamisation, de pouvoir maîtriser les langues locales. Alors, donc, et si vous regardez, donc ce n'est pas un tout uniforme, et puis on dit tradition, balloté entre tradition et modernité, encore que la modernité, quelque part, c'est la tradition de quelqu'un. C'est l'aboutissement de la tradition de quelqu'un. Voilà, donc, mais tradition veut dire, mais quand on parle de l'Afrique traditionnelle, des sociétés traditionnelles africaines, ce sont des sociétés qui ont une lecture cyclique de la temporalité. Ça veut dire, en termes clairs, que leur perception, c'est que la société, par exemple, tradere en latin, ça veut dire transmettre, donc transmettre aussi fidèlement que possible. Voilà, l'héritage culturel que nous avons hérité en fait de nos parents. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas place forcément au changement. Donc, la société a pour souci de se reproduire identique à elle-même comme un cycle, voyez-vous. Et même par rapport à la mort, vous verrez que parfois on dit « Ah, c'est tel ancêtre qui est revenu ?» par exemple. Et puis bon, il faut lui donner le nom de l'ancêtre, c'est pour dire qu'entre la vie et la mort, il n'y a pas de rupture. Au contraire, par exemple, de la culture occidentale, où ce qui est passé, c'est linéaire. Le 1er janvier, nous sommes le 10 janvier 2025 aujourd'hui, c'est ça? Alors, il n'y aura plus jamais le 10 janvier 2025. C'est passé, c'est passé. Mais si c'est en Afrique, par exemple, ça revient. Un peu comme le cycle des saisons, un peu comme la lune, par exemple, un peu comme le jour, etc. etc. Donc cette lecture-là fait que nous avons quelque chose, un contenu particulier quand on lit la tradition. Pour terminer sur ce sujet, il faut dire que quand on parle de tradition aujourd'hui, ce ne sont plus des traditions débarrassées de l'apport, par exemple, des autres sociétés. Généralement, on voit l'Occident, mais pas nécessairement. Il y a les pays arabes, n'est-ce pas? Bon, il y a les pays asiatiques, et concernant les pays arabes, l'erreur que les gens font, ils confondent généralement l'arabe à l'islam. Alors, et donc, ça joue des tours, même aux musulmans, alors qu'en fait, il y a des arabophones qui ne sont pas arabes. Si vous prenez les Perses, c'est-à-dire les Iraniens, les Afghans, etc., généralement, ils ont une culture arabe relativement prononcée, relativement pointue, mais ce ne sont pas des Arabes. Alors, si vous prenez également les chrétiens qui sont au Proche-Orient, par exemple, alors vous savez que dans les pays arabes, c'est peut-être des petites communautés, c'est vrai, mais il y a des chrétiens. Et quand on dit Allah, eux aussi, ils disent Allah, parce que ce n'est pas lié à la religion, c'est lié tout simplement à la culture arabe. Comme quand on dit, comme vous êtes au Ouedraogo, je dis, Wende, voilà, Amoré, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez pratiquant de la religion traditionnelle, eh bien, c'est Wende. Merci bien pour ces différentes précisions. Nava Boualga, ça va média évolue par exemple entre tradition et modernité, mais ce n'est pas facile là parce que les attentes du public sont nombreuses. Comment faire? Mais les attentes sont nombreuses et sont justifiées. Elles sont justifiées parce que à un moment donné, je pense que la chaîne de transmission des valeurs culturelles là, a été rompue, ou la chaîne s'est grippée. Alors, et donc, du coup, nous ne sommes pas des Occidentaux au sens plein du terme. Bon, nous ne sommes pas non plus des Africains subsahariens au sens de nos parents ou de nos grands-parents. Nous ne sommes pas non plus des Arabes. Oui, parce qu'il faut intégrer ce paramètre-là également. Donc, du coup, il y a une recherche de l'identité, d'une identité qui nous soit effectivement propre. Et dans cette recherche-là, naturellement, il y a comme un malaise, hein, par exemple. Et là, pourquoi ça s'est passé? Je crois que nous, parents, parce que nos parents nous ont éduqués dans un contexte où, effectivement, ils nous ont mis un point d'honneur à nous dispenser une école de la vie,
pas la vie de l'école, hein, c'est différent. Donc, une école de la vie qui est vraiment, qui était en tout cas relativement complète. Alors maintenant, est-ce que nous faisons autant à l'endroit de nos enfants? J'en doute fort. Alors, et quand je l'ai dit, je ne jette pas la pierre sur les autres seulement. Et quand mon épouse et moi, nous regardons nos enfants, on voit qu'il y a des aspects sur lesquels, effectivement, nous avons échoué. Et par contre, nos parents, quand on regarde l'éducation que les parents nous ont transmise, voilà, donc on se rend compte qu'ils ont complété à merveille. Et voilà, ce que le manque que nous ressentons auprès de nos enfants. Et on a parfois l'habitude de penser que ceux qui ne sont pas allés à l'école ne connaissent pas grand-chose. Or, en réalité, au départ, c'est ceux qui ne sont pas allés à l'école qui ont envoyé ceux qui sont allés à l'école. Voilà. Et maintenant, dès qu'ils ont réussi, dès qu'ils ont leur diplôme, ils se disent que ceux qui ne sont pas allés à l'école, là, en réalité, ils sont dévalorisés. Or, ceux qui ne sont pas allés à l'école, ils avaient une vision. Et c'est même mieux que l'école, parce que eux, il y avait une vision à travers vous, à travers votre société, etc. Et puis ce que vous pouvez faire en allant à l'école, bon, comme le disait donc le poète, voilà, pour apprendre à lier le bois au bois. Alors, et le bois au bois, ce n'est pas seulement du point de vue traditionnel, c'est également la culture occidentale et notre culture. Alors, nous avons le sens, mais l'Occident a la puissance. Donc, et ce que l'Occident a gagné en sens, il l'a perdu en puissance. Quand on parle d'individualisme, quand on parle, voilà, de tous les reproches que l'on peut faire au niveau de l'Occident dans le contexte de l'humanité, sur le plan donc de l'humanisme, évidemment. Mais nous, en fait, relativement, on possède encore relativement le sens, même si on est en train de le perdre, au profit de la puissance. Parce qu'aujourd'hui, dites-moi combien vous avez dans la poche. Bon, et puis, voilà, on vous traitera en conséquence. Or, en fait, au village, du temps de nos parents en tout cas, bon, et même aujourd'hui, dans bien des villages, s'il y a une rencontre, par exemple, et puis les gens sont là, et puis on doit débattre d'un sujet, votre point de vue là, la crédibilité de votre point de vue ne réside pas dans ce que vous avez dans votre poche, bon, ou dans votre parc à bœuf, voilà, à bétail, mais ça réside dans la rectitude morale dont vous faites preuve, les valeurs morales que vous incarnez au sein de la société. Donc vous avez beau être désargenté, vous avez beau être le plus pauvre du village, matériellement parlant, en termes de considération, voilà, en termes de modèle, en réalité vous l'êtes. Et généralement quand c'est comme ça, il y a des gens qui sont prêts effectivement à vous accompagner, à vous aider pour résoudre les problèmes existentiels que vous avez, à savoir le fait de pouvoir manger à sa faim, le fait de pouvoir boire à sa soif. Et donc, voilà, dans le fait d'habiter dans des maisons, dans des cases assez respectables, assez confortables, j'allais dire. Donc, c'est pour dire que, effectivement, ça, le challenge réside dans ce fait-là. Maintenant, aujourd'hui, on va vous dire comment est-ce qu'il faut le faire. Je pense que, premièrement, c'est d'abord au niveau de la cellule familiale qu'il faut commencer cela. Et ce n'est jamais tard. Ce n'est jamais tard. Parce qu'on apprend, la vie est un long processus d'apprentissage. Ça dépend de la manière dont on s'y prend. Pour terminer sur ce sujet, si vous voulez par exemple éduquer un enfant, si vous voulez convaincre un public, alors il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le logos, le pathos et puis l'éthos. Alors, l'éthos, c'est quelque part la personnalité que vous incarnez en termes de valeurs. Parce que l'image que les gens se font de vous. Alors, le logos, c'est le discours rationnel que vous allez tenir, la raison. Donc, et enfin, le pathos, là, c'est l'empathie, la sympathie, voilà, que vous allez susciter auprès des gens. Si vous réunissez ces trois éléments, bon, en général, plus bien sûr une bonne dose de pratique conséquente, bon, en général, ça marche, même auprès des enfants. C'est ça, mais si vous dites si, et vous faites ça, mais ne soyez pas surpris que l'enfant se dise « Ok, pas de problème, théoriquement c'est comme ça, mais je peux faire autre chose dans la pratique. » C'est vrai. On espère que le message a vraiment bien passé, parce qu'on a... Qu'est-ce que vous pensez de cette décision des autorités?
Bon, moi je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que, quoi qu'on dise, il y a un proverbe voilà, bien burkinabé qui dit que il vaut mieux avoir une mère qui est indigente que d'être orphelin. Parce que l'amour qu'elle éprouve pour vous et l'amour que vous éprouvez pour elle, c'est une source de motivation qui peut vous aider en réalité à soulever des montagnes. Donc c'est pour dire que même si on pense que le français, l'anglais, voilà, sont effectivement des langues qui nous permettent effectivement de pouvoir disposer d'un savoir encyclopédique et puis de par le monde pouvoir voyager et puis avoir du boulot, etc., etc. Bon, je pense que il n'est pas bon que nous passions sous silence, voilà, ce que nos parents nous ont légué comme héritage. Maintenant, il y a eu plusieurs tentatives. Bon, ça, c'est la énième tentative. Et moi, je souhaite que ce soit la bonne, parce que depuis Maurice Yamego, bon, jusqu'à Blaise Compaoré, en passant par les présidents Césaire-Beau, le président Jean-Baptiste Ouedraogo, et surtout donc le président Thomas Sankara et puis le président Blaise Compaoré, eh bien, sans oublier naturellement les autres, à savoir donc les présidents Kafando et puis Zida, et naturellement le président Kaboré et le président Damiba, parce que bon, c'est des dossiers en réalité qui étaient déjà dans les pipelines, en tout cas à ma connaissance. Donc ça veut dire que, mais moi je souhaite que ce soit vraiment la bonne, et là, et je pense que la décision a été prise en Conseil des ministres, je crois que c'était le 6 décembre 2023. Bon, alors, et très rapidement, au niveau de l'ALT, je crois que la révision constitutionnelle a été consacrée. Alors, et ça c'était le 30 décembre. Donc, ça veut dire que quelques 3 semaines immédiatement après, bon, les choses sont rentrées dans l'ordre. Donc, maintenant, je crois savoir qu'il y a des scénarios qui sont développés pour savoir combien de langues, en réalité, on va officialiser. Alors, et le secrétariat permanent en charge des langues nationales, naturellement du ministère en charge de l'éducation nationale, travaille sur le sujet. Et je crois qu'il y a de 2 langues jusqu'à 10 ou plus pour voir, voilà, pour tel scénario, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les défis qu'il faut relever, etc. Mais ce qu'il convient de noter, c'est qu'il y a 4 éléments, 4 critères principaux qui président généralement à l'officialisation des langues. Vous avez la véhicularité de la langue. La véhicularité signifie le fait que c'est une langue dont les locuteurs n'appartiennent pas nécessairement aux groupes socio-ethniques, voilà, qui est le support de la langue. Prenez par exemple les Djoula. Vous verrez que, alors si c'est en termes de poids démographique, les Djoula, bon, encore que c'est une appellation que l'on peut discuter, si vous prenez les Djoula, démographiquement, voilà, ils sont inversement proportionnels, mais au nombre de locuteurs. Vous prenez l'ouest du pays, vous verrez que c'est une langue véhiculaire, donc c'est utilisé par plusieurs groupes socio-ethniques. Alors, il y a aussi le caractère transfrontalier. C'est-à-dire que si c'est uniquement à l'intérieur des frontières du Burkina, bon, ce n'est pas forcément pertinent parce que nous vivons dans un environnement qui est plus ou moins homogène du point de vue culturel et du point de vue linguistique. Donc, s'il y a le caractère transfrontalier, ça, par exemple, ça peut aider à résoudre le problème. Je pense qu'il y a aussi, donc, je parlais tantôt, du poids en fait démographique, mais il y a enfin l'instrumentation. L'instrumentation, c'est tout ce qu'on a comme fond documentaire en termes scientifiques du travail. Parce qu'en réalité, si vous voulez officialiser une langue, ça veut dire qu'on va l'utiliser à l'écrit,
également. Donc, s'il n'y a déjà pas des travaux scientifiques qui ont été faits, on va se baser sur quoi? Donc, le travail est en train de se faire. Et maintenant, moi, j'ai une idée, j'ai une préoccupation. C'est l'occasion pour moi de le relever. On a dit qu'on ferait de l'anglais et du français des langues de travail. Et plus les langues nationales. Moi, je n'ai rien contre. Mais, personnellement, je n'ai pas entendu parler de l'arabe. Parce que, d'abord, il ne faut pas confondre l'arabe à la religion. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, et comme on n'a pas parlé de l'arabe, or, quand on calcule le taux d'alphabétisation au niveau au Burkina, les arabisants sont inclus. Et ensuite, quand vous regardez, du point de vue, par exemple, numérique, c'est quand même c'est très important. Alors, donc certains chiffres disent que c'est effectivement la majorité, et généralement on admet que c'est les musulmans constituent la majorité, même si les arabophones ne constituent pas nécessairement la majorité. Parce qu'une chose est d'être musulman, une autre est effectivement d'être arabophone. Mais si vous êtes musulman, et puis on ne tient pas compte de la langue utilisée par votre religion, bon, il faut avouer que c'est quand même frustrant. Voilà. Alors, donc, là, nous allons évoluer. D'accord. Donc, donc, ça veut dire qu'il faut... c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans la démarche. D'accord. Le président du FASO a annoncé le 31 décembre passé la création des tribunaux coutumiers. Est-ce qu'il ne faut pas craindre un conflit entre deux systèmes judiciaires avec peut-être des résistances des magistrats? Non, il ne faut pas craindre. En réalité, tout ça, c'est déjà plus ou moins pris en compte. Parce que quand vous regardez dans le cadre, par exemple, de la réforme agraire et foncière, et dans le cadre, par exemple, de la sécurisation des patrimoines fonciers, vous allez vous acheter un lopin de terre, et vous allez à la commune, on va vous demander si, par exemple, au niveau coutumier, est-ce qu'il y a eu un procès, le procès verbal de palabre, où est-ce que ça se trouve, pour que tout le monde signe, et le nom du chef, en fait, est là. Alors, il y a aussi, si vous prenez la police et la gendarmerie à des niveaux locaux, vous verrez très bien que les auxiliaires de justice, comme la gendarmerie et la police, on demande parfois à ceux qui viennent de poser des plaintes s'ils sont entrés en interaction avec le chef de village et qu'est-ce qu'il a dit, etc., pour les éclairer. Donc je pense que c'est ça. Mais il faut préciser, et déjà il y a une étude qui a été faite par le ministère de la Justice, alors, et qui a impliqué les acteurs de la justice, alors, et donc, et qui a jugé de la pertinence de cette démarche. Mais il faut dire que dans le Conseil des ministres, la Constitution a parlé de mécanismes traditionnels de résolution des différends. Exactement. Ça, pour moi, c'est problématique. Et oui. Est-ce qu'il y a une différence, hein? Oui, il y a une différence entre ce que je viens de dire et puis les mécanismes alternatifs de prévention, de gestion et de résolution des conflits. Les mécanismes alternatifs sont plus inclusifs que les mécanismes traditionnels. Les mécanismes traditionnels se réfèrent à ce que nos parents ont fait, nos arrière-grands-parents ont fait, etc., etc. Mais aujourd'hui, par exemple, vous arrivez dans une localité, vous avez par exemple les responsables religieux qui participent également à la prévention et à la résolution des conflits. Je parle des imams, je parle des catéchistes ou des prêtres, et je parle des pasteurs. Alors, donc, ces gens-là, est-ce que si vous dites mécanisme traditionnel, ils vont se reconnaître? Ensuite, si le mécanisme traditionnel, par exemple, implique que l'on fasse des sacrifices au pied d'un autel, est-ce que ça va nécessairement inclure tout le monde? Ou bien, est-ce que, encore que même le SAMO, même s'ils viennent chez moi, on a beau être des parents à plaisanterie, des alliés à plaisanterie ou des cousins à plaisanterie, je ne peux pas dans un conflit leur imposer les mécanismes traditionnels de chez moi, ce ne serait ni juste ni pertinent. Voilà, donc ça veut dire que, or, si vous prenez les mécanismes alternatifs là, ça inclut en fait tout ça, c'est-à-dire ce qui est traditionnel, ce qui est des religions abrahamiques et ce qui, par exemple, ne relève pas de la culture de la population locale.
Alors, si vous avez des peuls, comme chez moi, alors, est-ce que, qui sont là depuis voilà, des siècles, est-ce qu'on est habilité à le faire? Même s'ils sont d'accord, est-ce qu'il n'y a pas mieux, il n'y a pas lieu de regarder comment on peut intégrer aussi leurs coutumes, leurs traditions dans ces mécanismes-là. Donc, si il faut peut-être revoir cela, ça c'est mon point de vue. Une dernière question, Naba Boualga, comment impliquer la chefferie traditionnelle et coutumière? Bon, il y a le Conseil supérieur de la chefferie coutumière et traditionnelle, donc présidé par Sa Majesté, en fait, le Moro Naba. Alors, donc, de ce point de vue, je pense que ce mécanisme-là, si on introduit cela, ça marche. Et pour ce qui concerne les travaux qui ont été faits par le ministère de la Justice pour la prise en compte des mécanismes traditionnels de résolution des différends, les chefs traditionnels et coutumiers, en fait, ont été impliqués. Donc pour ça, ça ne pose aucun problème. Mais excusez-moi, je vais juste dire quelque chose sur... il y avait le concept endogène que vous avez employé. En réalité, ce qui est endogène, c'est ce qui est propre. C'est un système dont les éléments à l'intérieur entretiennent des interactions et qui répondent à leur logique et leur dynamique propre, sans influence ou avec peu d'influence de l'extérieur. Ça, c'est important. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous parlons, par exemple, de mécanismes endogènes, il faut peut-être savoir. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible qu'on soit, effectivement, absolument endogène et qu'on ne pense pas à intégrer, par exemple, d'autres traits de culture? Et même à l'échelle du Burkina, si vous prenez mon village, alors, je ne peux pas, s'il y a un SAMU chez moi, je suis obligé de l'intégrer dans les mécanismes endogènes, par exemple, pour prendre en compte en fait cela. Donc, il y a peut-être une réflexion à mener dans ce sens. D'accord. Merci bien, Naba Boualga. C'est tout pour aujourd'hui. Rapidement, un mot de fin. Bon, un mot de fin. Bon, je dirais tout simplement que nous sommes aujourd'hui face à des défis et que généralement, le Conseil supérieur de la chefferie traditionnelle et coutumière, avec à sa tête Sa Majesté le Moro Naba, travaille, contrairement à ce que l'on peut penser, dans le sens de la cohésion sociale, dans le sens de vivre ensemble. Il y a des actions qui sont entreprises, on peut dire que ce n'est pas forcément suffisant. Bon, mais il faut éviter de dire qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait. On a besoin que ça avance et ils ont besoin d'être effectivement davantage accompagnés par l'État et par les OSC, sans oublier bien sûr nos partenaires au développement. Alors, et c'est ainsi que l'on peut résoudre le problème. En tout cas, c'est mon point de vue. Merci bien, Naba Boualga. Je rappelle là que nous étions en entretien avec Naba Boualga de Dawelgue. Il est le président de l'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue intercommunautaire. Merci à vous, Naba, d'être passé sur ce plateau. Oui, c'est moi qui vous dis merci, madame. C'est tout pour la rubrique invité du jour et nous allons accompagner notre invité avec ceci. Sécurité routière, on en parle aujourd'hui avec un moniteur de l'auto-école Victoire Auto-école Nema Palinfo. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame, merci. Aujourd'hui, nous parlons de cette thématique-là, occupation anarchique des bordures des routes dans les villes du Burkina Faso, cas de Ouagadougou. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet? D'accord. Merci à tous ceux qui nous suivent chaque vendredi à Sécurité routière. Alors, donc, selon le code de la route, alors, la route même c'est défini comme quoi? C'est-à-dire que c'est l'ensemble constitué par les chaussées, c'est-à-dire les voies, plus les caniveaux et puis les trottoirs. Alors, normalement, les installations en bordure des routes là doivent être au-delà de l'ensemble constitué par la route là. On ne doit pas s'installer ni sur les caniveaux, n'en parlons même pas des voies de circulation. Pourtant, ça n'a pas été toujours le cas. Vous allez voir des ruelles à Ouagadougou ici où les gens viennent jusqu'à s'asseoir même sur, comment on appelle, les voies de circulation. Prenez par exemple, quand on quitte le rond-point de 2 octobre en allant à l'Arlé, juste après les rails en descendant, là, il y a une ruelle là-bas, il y a une gare que je ne vais pas dire le nom, mais ce n'est pas possible. Il y a des fois que je prends le bus, mais quand je passe là-bas,
Les gens, les bonnes dames sont assises, elles vendent leurs tomates et autres, on klaxonne, c'est difficile de circuler, mais ça ne les dit rien. Donc voilà pourquoi on a décidé maintenant d'en parler. Bon, on en parle, mais il faut que les choses bougent quand même. Donc aujourd'hui, on va aller un peu en profondeur. On va aller en profondeur. Et quels sont les enjeux liés à ce type d'installation? Ok, effectivement. Donc, les enjeux, il y a 3 enjeux majeurs. Donc, il y a la difficulté liée au trafic routier, c'est-à-dire la circulation, donc les saturations. Deuxième enjeu, là, c'est par rapport à l'installation sur les caniveaux, d'accord? Donc, ça, et un dernier enjeu, là, on va parler aussi le problème du drainage des eaux de pluie. Donc, voilà, donc si les caniveaux sont bouchés, donc c'est normal que par moment, en temps de pluie, vous allez voir qu'il y a les inondations et tout cela, c'est du fait que les caniveaux sont mal entretenus. Donc, allons d'abord avec la difficulté liée au trafic routier. Alors, donc, comme les gens vont jusqu'à s'installer, occuper les voies de circulation, vous allez voir que le trafic est ralenti parce que c'est difficile par moment de pouvoir circuler, d'accord? Donc, alors, deuxièmement, comment j'appelle excusez. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là? On a des images. Est-ce qu'on peut commenter par exemple cette image-là? On a des dames qui sont assises. Voilà, ok, d'accord. Par exemple, quand vous voyez un truc comme ça, le trottoir, c'est là où à peu près vous voyez la dame en rouge. Voilà, ça c'est le trottoir. Normalement, c'est fait pour ceux qui veulent marcher. D'accord? Donc, on ne doit pas s'installer même sur le trottoir. Ça devrait être au-delà. D'accord? Mais quand on vient jusqu'à s'asseoir comme ça, donc ça fait que les véhicules trouvent de la difficulté même à circuler. Donc, et si on n'arrive pas à circuler, le trafic est ralenti. Et si le trafic est ralenti, c'est ça qui amène les embouteillages. Alors, deuxièmement, donc il y a le risque des accidents. Vous allez voir par exemple quelqu'un, si moi je n'arrive pas à manœuvrer, alors donc, si je rate ma manœuvre là, forcément je vais racler tout ce qui est sur mon passage. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça aussi l'enjeu lié aux accidents du fait que vous n'êtes pas installé là où vous devriez être. D'accord. Maintenant l'autre enjeu dont j'ai parlé par rapport au truc là, les caniveaux là. Vous allez voir qu'il y a des gens qui viennent qui fabriquent des dalles, qui occupent les caniveaux et puis ils posent un chose là-dessus. C'est bien. D'accord. Mais le fait d'être déjà là-bas, les emballages qui déballent et tout pour les marchandises et tout, là, maintenant le caniveau devient maintenant la poubelle, on jette tout là-bas, on a fini de manger. Voilà, ça, on a fini de manger, on jette et tout, il y a les pneus et tout ce qui se retrouve dans les caniveaux. Alors, maintenant, le problème de curettage, quand la mairie va vouloir faire la bonne œuvre, en envoyant l'équipe par exemple pour faire quoi? Pour vider les caniveaux, il va arriver à un moment donné que ceux qui sont déjà installés sur les caniveaux là, donc comment on va faire pour curer en bas de leur installation? Donc on a oublié de sauter des tronçons. Maintenant, là où on a curé, maintenant qu'on relève les ordures là, où on va les déposer? Puisqu'il y a des gens aussi qui sont installés à côté, et quand vous voulez déposer là, ils se plaignent qu'il y a leur commerce. Vous voulez une chose qui son contraire. D'accord? Donc maintenant, quand j'ai parlé du problème du drainage des eaux de pluie, là, comme les caniveaux sont bouchés, s'il pleut et que l'eau n'arrive pas à circuler, donc ça va remonter en surface, il y a les habitations de part et d'autre, donc forcément l'eau va entrer dans les cours encore. Même les commerces, là, même ça inonde, on sort encore, on commence à crier que la mairie ne fait rien pour aider. Comment vous voulez qu'on vous aide? Et pourtant, c'est nous-mêmes en fait le problème. C'est ça. Donc il faut peut-être trouver une solution à ces pratiques-là. D'accord. Quel conseil vous donnez? Bon, vous avez parlé de solution même. La solution même, c'était quoi? Premièrement, je vais être dur. Voilà, je vais être dur. Au fait, le Burkinabé ne comprend que le coup de force. Voilà, il faut que la police municipale mène des actions spontanées. Quand je parle d'actions spontanées, là, ça veut dire que ça doit couvrir toute la ville en même temps. Si on décide de dégager, qu'on dégage partout, l'opération se fait en même temps dans toutes les ruelles où c'est saturé là, en ville. Donc on frappe fort. Prenez par exemple, vous voyez, après le siège de Fespaco, là, en descendant, là, le goudron qui descend, après le siège de Fespaco, là, jusqu'à... Mais dans le temps, ceux qui ont connu la ruelle, c'était trop bourré. Quand on a voulu refaire le goudron, là, ils ont donné un préavis aux gens, dégager, libérer pour que les travaux puissent commencer. Il y en a qui se sont entêtés. C'est un beau matin seulement que les bulldozers ont commencé par racler tous les passages. Maintenant, on commence par dire, Mani Sougour, il faut laisser qu'on va ramasser les installations. Non, on racle tout. Comme ça va donner des leçons aux autres. Mais si vous l'avez fait, il ne faut pas... Non, mais si vous avez mené l'action comme ça, il ne faut pas laisser après encore pour que les gens s'installent. Il faut que ça soit de façon permanente. Vous voyez? Donc la deuxième solution maintenant, il faut même que tout un chacun
voir dans sa tête là qu'il est responsable de tout ça là. Parce que si vous n'avez même pas peur de votre vie en vous installant au bord de la route là, ayez pitié quand même de votre famille, non? Voilà. Donc, et troisième solution que j'allais dire, c'est surtout les marchés là, les yards là. Si vous voyez le grand marché Rodoko là, à un moment donné ça a pris feu. Mais avant ça, on avait suggéré aux gens de laisser les passages pour les cas d'incendie là. Voilà. Donc comme ça, s'il y a par exemple un cas malheureux comme ça là, que les sapeurs-pompiers puissent passer facilement. Les gens se sont arrangés à tout bourrer. Mais le jour que ça a pris feu, mais il faut voir après, qu'est-ce que la mairie a été obligée de repartir maintenant dans les marchés de quartier là, pour essayer d'aménager. Voilà, c'est ça où ça a été une solution. Beaucoup de commerçants se sont déportés encore dans les marchés de quartier et que ça a un peu désengorgé. Même quand après ils ont réouvert le grand marché, ils ont réaménagé. Au début là c'était désert, hein. Il n'y avait pas trop d'engouement, les installations. Au pire que les gens se sentaient déjà à l'aise dans les marchés de quartier. Donc je pense que ça c'est une solution. Donc c'est de multiplier les marchés et les yards dans les quartiers là. Et puis surtout, il faut aussi que ça soit allégé parce que les commerçants aussi se plaignent souvent par rapport à l'imposition de la mairie. Merci bien, Nema Palinfo. Un mot de fin? Le mot de la fin, c'est que revenons toujours à bannir l'incivisme. Il faut bannir l'incivisme. Hein? Il y a des pays, par exemple, que je ne vais pas citer, sinon, mais il y a vous marchez, vous jetez, par exemple, un bol de trucs, la poubelle, les gens vont te regarder, même que tu as honte, tu vas les ramasser encore pour aller mettre dans la poubelle. Et que vous voyez un peu. Pourquoi nous, on ne peut pas arriver à ça? Voilà. Mais comme j'ai dit là, le Ouaggala ne comprend que le coup de la force. Voilà, il faut être dur. D'accord. Je rappelle que dans la rubrique sécurité routière, nous recevions Nema Palinfo. Il est moniteur à Victoire Auto-École. Donc, on va profiter aussi de parler de Victoire Auto-École. Victoire Auto-École. Voilà, d'accord. Nous sommes présents à Ouaga, nous sommes présents aussi à Bobo. Maintenant, à Ouaga, nous sommes à Tampoui, Kilouin, Kosoguin, Camboinsin. Maintenant, si nous revenons du côté du barrage de... comment on appelle ça, Ngandé. Voilà, quand vous dépassez le barrage, vous allez dépasser le commissariat aussi de police de Dongremasson en avançant vers Kosodo, là on est quelque part à gauche. D'ailleurs, c'est notre siège. Donc le numéro commercial est affiché en bas de chaque image. Donc faites-y un tour. Donc, et vous ressortirez avec votre permis de conduire, en plus de ce qu'on fait aussi chaque jour à la télé, pour sensibiliser. Merci bien pour ce message. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons parlé de cette thématique-là, occupation anarchique des bordures des routes dans les villes du Burkina Faso, cas de Ouagadougou. Oui, merci à vous d'être passés. C'est tout pour la rubrique sécurité routière. On se retrouve juste après cette transition pour la suite de l'émission. Merci beaucoup. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Nous sommes de retour sur ce plateau. Honoré Onadia est bien installé sur ce plateau. On va parler rendez-vous du week-end. Honoré, bonjour et bienvenue sur ce plateau.
Bonjour à toi, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et vu que nous sommes vendredi aujourd'hui, nous souhaitons bon Juma Moubarak à l'endroit de nos frères et sœurs musulmans. Que le bon Dieu, dans son infinie bonté, exauce nos différents vœux et nous permette tout en chacun de nous de cultiver et travailler pour le retour de la paix ici au Faso. Amen. Merci Honoré. Débutons les rendez-vous du week-end avec la 10e édition du Soko Festival. Soko Festival qui bat son plein, voilà, du côté bien sûr des différents sites qui ont été aménagés à l'occasion de ces 10 ans de Soko Festival. Une ouverture voilà, qui s'est faite hier voilà, dans ces artères de la ville de Ouagadougou, qui va permettre en tout cas à différents festivaliers en tout cas de profiter pleinement de cette 10e édition de Soko Festival, mais également permettre des rencontres professionnelles, Soko à l'école, des danses, des concerts, avec des artistes pas des moindres, puisque ces artistes qui ont été retenus pour cette 10e édition. Parmi ces artistes-là, on peut citer entre autres Fati Baby qui nous vient de Bobo Dioulasso, on peut citer Pamika, voilà, et on peut citer Azael qui nous vient du Niger, et Bassiko Kouyaté qui nous vient du Mali, pour ne citer que cela. Alors, différents sites ont été aménagés pour la 10e édition de ce Soko Festival, notamment le Goethe Institut et bien sûr plusieurs sites. Alors, nous allons vous demander de profiter pleinement de cette 10e édition, car qui parle de Soko Festival part également de Yar Music. Alors, Soko Festival allie Yar Music et voilà, Soko Festival. Alors, plein courage à tous ces initiateurs et bon festival à l'ensemble de toutes ces personnes-là de Soko Festival. Parlons à présent de la toute première édition du concert Burkina Kanou. Burkina Kanou, pour partager cet amour-là avec ses frères burkinabés, pour leur dire que 2025 sera l'année voilà, de la fin du terrorisme. C'est ce que nous espérons de plus. Quoi de plus normal voilà, d'entamer la nouvelle année avec ce concert dénommé Burkina Kanou, pour partager cette bonne humeur, pour partager ces excellents moments avec cette population de Tinkoudgou. Et le lieu, il est tout simplement à la place de la nation de Tinkoudgou. Une seule heure, c'est à partir de 19h. Un seul jour, c'est le 11 janvier. Vous vous retrouvez sur la même scène des artistes comme Ismo Vitalo, Privas, Marty, Don Sherp de Batoro, Zedes et bien sûr Rinka, pour vous dire qu'on a fait un brassage entre la nouvelle génération et l'ancienne génération, pour permettre à toutes ces personnes-là qui vont effectuer le déplacement de vivre pleinement la toute première édition de concert Burkina Kanou. Et je répète que l'entrée, elle est libre et gratuite. Alors, effectuez le déplacement pour vivre pleinement la toute première édition de ce concert. On parle également cinéma. Quel film sera projeté du côté du ciné burkina? Du côté du ciné burkina, à la demande d'un nombreux cinéphiles, on rebelote avec le film de Omar Dayan, Le Mal de l'Ombre. C'est ce film-là, du coup, Le Mal de l'Homme, qui vous sera proposé. Il faut noter que ce film a remporté plusieurs trophées, notamment Sotigui de la meilleure interprétation féminine, également le Sotigui de la meilleure interprétation masculine, le prix public et mention spéciale du jury au Festilag à Abidjan. C'est ce film-là que l'on vous propose aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Ce depuis le 6 jusqu'au 12 janvier. Alors pour ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi, nous allons vous demander de débourser la somme de 2000 et 2500 francs CFA pour vivre pleinement voilà ce film-là que l'on vous propose, qui n'est tout que le film Djougou, Le Mal de l'Ombre au ciné burkina. Les séances c'est 18h30, 20h30 et 22h30. Et pour clore d'autres rendez-vous du week-end? Les rendez-vous du week-end, c'est déjà les rendez-vous maison à partir de 11h. Vous avez droit à votre émission cadeau du jour. Cadeau du jour qui innove pour cette année, pour se rapprocher encore plus de vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, nous allons vous proposer voilà, 2 nouvelles réformes pour un objectif, nous rapprocher encore plus de vous. Mais nous ne dévions pas, puisque nous avons promis à chaque émission de vous donner un cadeau. Un seul numéro à appeler, c'est le 02 21 02 02 pour participer à l'émission. Demain, vous avez rendez-vous avec l'information, avec le directeur de l'information. Il sera question d'échanger sur le sujet la vie chère et la relance économique. C'est vrai qu'on parle de vie chère, mais comment relancer notre économie? Il sera question de recevoir un invité avec qui ils vont débattre sur ce sujet. La rétrospective du soirée du côté de la radio, c'est le dimanche à partir de 6h. Celle de la télé est prévue pour le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Quant à la rétrospective des pensées et des proverbes partagés par le PDG himself, le rendez-vous il est pris le samedi et le dimanche à partir de 6h. Cela avec le maestro El Capitaine Rasmani Nikema.
Voilà ce qu'on pouvait dire pour les rendez-vous du week-end et souhaiter que le bon Dieu dans son infinie bonté nous guide tout au long de ce week-end et nous permette de continuer à exceller dans tout ce qu'on va entreprendre. Merci bien, Honoré Onadia. Aujourd'hui, c'est vendredi. Est-ce que le week-end se prépare bien? Le week-end se prépare bien entre sorties discographiques, voilà, parce que des artistes ont prévu de sortir leur tout premier album, voire plusieurs albums. Alors, on va se déplacer pour récolter ces informations, pour venir encore les partager à nos téléspectateurs et téléspectatrices. D'accord, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous, Honoré Onadia, d'être passé sur ce plateau. Nous allons accompagner Honoré Onadia avec